Bonjour Jordan Bardella. Vous l'avez félicité, Allez-y. François Bayrou. Il Bon. a fait preuve de fermeté, Ah oui, oui. il a recadré ses ministres, il a donné raison à Retailleau et Darmanin sur l'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives. Est-ce que vous dites bravo François Bayrou? Le problème, c'est on a un gouvernement où tout le monde dit tout et le contraire de tout et qu'on ne sait plus qui en est le chef, quelle en est la boussole et quel en est le cap. Le voile représente aujourd'hui, à mon sens, un étendard pour les fondamentalistes islamistes. Et c'est vrai que quand on entend la ministre des Sports indiquer qu'elle ne voit pas le problème au port du voile, au port d'un signe religieux, qui est aussi pour moi désormais un symbole de militantisme politique et l'entrisme du fondamentalisme islamiste dans le sport, on se dit que ceux qui nous dirigent sont bien éloignés de la réalité, de ce que vivent les Français et des tensions communautaristes qui existent aujourd'hui dans François Bayrou d'innombrables a quartiers tranché. français. Oui, mais encore une fois, j'attends de voir. Mais si vous voulez, il ne s'agit pas de faire de la com. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose ces questions et qu'on en est à débattre régulièrement des atteintes à la laïcité, c'est que d'une part, on fait face à une menace islamiste qui s'ancre dans le territoire français, à une idéologie qui ne veut pas se séparer de la société française, mais qui veut conquérir l'ensemble de l'espace public et imposer à l'ensemble de la société tous ces interdits. Et moi, ce qui me frappe, c'est que on a le sentiment que dans beaucoup de pays, dans des pays de- dans certains pays du Golfe, on se bat notamment contre le port du voile, que les femmes se battent pour retrouver cette liberté et se séparer de cette oppression, et qu'en France, certaines se battent pour le mettre. Donc, on a le sentiment non seulement d'une société à deux vitesses, et de l'autre d'une politique migratoire qui est quand même un peu le phénomène politique qui est responsable aujourd'hui des tensions communautaristes dans le pays, qui n'est pas du tout jugulé. Donc, il s'agit pas, c'est pas que le sujet du voile dans le sport, c'est un sujet beaucoup plus global. Et moi, je pense que le port du voile devrait être interdit, notamment dans les bâtiments publics. Je pense que la loi de 2004, elle devrait s'étendre non seulement à l'université, mais aussi aux mairies, aux écoles, plus largement aux accompagnatrices scolaires. Ça avait été évoqué il y a Et dans la rue? quelques semaines. Je pense que c'est un objectif à terme, mais il faut commencer par étendre la loi de 2004 à l'ensemble de la sphère publique, c'est-à-dire les bâtiments publics, les accompagnatrices scolaires et Mais évidemment c'est-à-dire que les si universités. le Rassemblement national euh, décroche le pouvoir en 2027, vous interdisez le port du voile dans tous les bâtiments publics en France Oui, et à l'université. d'abord, quand vous interrogez les Français sur ce Et dans la sujet, rue aussi? il y a une majorité de Français qui est favorable à une extension de la loi de 2004. Alors évidemment, l'interdiction dans la rue, ça se fait pas du jour au lendemain. Il suffit d'aller discuter avec des policiers en Seine-Saint-Denis, par exemple, dans des Ouais, territoires qui sont très communautarisés. l'application est compliquée. L'application est compliquée. Donc, je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et à mon avis, et je pense que c'est là encore du bon sens et c'est raisonnable, consisterait par démarrer par une extension de la loi de 2004 aux bâtiments publics et à l'université. Il y a Et un autre croyez-moi, on dossier. aura déjà des débats très vifs, et notamment avec la gauche et avec D'accord. la France insoumise, qui est dans la roue de toutes les revendications Alors, il y a un autre. politico-religieuses. Et même d'ailleurs, j'ai entendu, moi, et ça m'inquiète un petit peu plus d'ailleurs, quelqu'un que je considérais par rapport à M. Mélenchon plutôt dans le champ républicain comme Édouard Philippe, qui a des propos extrêmement ambigus sur le port du voile, notamment dans les compétitions sportives, et étant entendu qu'il est allé jusqu'à dire que interdire le port du voile serait en cela une atteinte à la laïcité, ce qui, me semble-t-il, est pour le coup l'inverse, et ça ne m'étonne pas que Horizon rime dans ce cas d'espèce avec soumission. Il y a un autre dossier, c'est le dossier Algérie. Est-ce que la stratégie de la riposte graduée vis-à-vis de l'Algérie, stratégie validée par Bruno Retailleau, François Bayrou et visiblement Emmanuel Macron, est la bonne? Non, mais la riposte graduée, ça consiste à mettre un blâme au bout du 40e avertissement. La réalité, c'est que le ministre de l'Intérieur, il est désormais au pied du mur. Ça fait maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, que l'Algérie multiplie les provocations à l'égard de la France, Ouais. refuse notamment, ça a fait l'objet de nombreux débats dans l'actualité, de récupérer ses indésirables, de récupérer ses ressortissants, avec des conséquences très concrètes sur la sécurité des Français. On a vu que dans l'attentat et l'attaque qui a frappé Mulhouse, il y a eu plusieurs blessés, un de nos compatriotes a perdu la vie. Le type en question, l'auteur de l'attaque, était un Algérien sous OQTF qui a été refusé à 10 reprises par le gouvernement algérien. Donc d'abord, moi, je ne confonds pas le peuple algérien, je ne confonds pas la population algérienne, bien sûr, et le gouvernement algérien. Mais le gouvernement algérien est un gouvernement voyou,
qui multiplie les provocations à l'égard de la France et qui considère qu'il y a une tutelle de notre pays à l'égard de l'Algérie. Donc il ne s'agit pas maintenant de discuter d'une réponse graduée. Alors d'abord, moi je pense qu'aucun visa ne doit être délivré, aucun visa français ne doit être délivré à des ressortissants algériens, et pas seulement les visas diplomatiques, à partir du moment où l'Algérie refuse de récupérer ses délinquants criminels et islamistes étrangers, premièrement. Deuxièmement, il faut dénoncer les accords de 68, qui non seulement facilitent l'immigration algérienne en France, mais qui facilitent au-delà de ça l'installation des ressortissants algériens en France, deuxièmement. Troisièmement, il faut supprimer les aides publiques au développement, c'est-à-dire l'argent des contribuables français qui est durement gagné par nos compatriotes et qui est versé chaque année à l'Algérie. Il y a 132 millions d'euros d'argent public qui ont été engagés dans des programmes de coopération avec l'Algérie en 2002, presque autant de la part de l'Union européenne, mais ça reste l'argent des Français, pour financer par exemple les frais de scolarité des étudiants algériens en France. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un pays qui nous fait du chantage, notamment à la politique d'immigration, qui multiplie les injures contre la France, contre l'histoire, contre l'identité française, et on a de l'autre un gouvernement français qui finance les frais de scolarité des étudiants algériens en France. L'argent sert aussi, par exemple, à financer, je le dis pour que les gens qui nous écoutent aient conscience de ce qu'on fait avec leur argent, servent à financer des appels à projets pour la gestion de l'eau en Algérie. Donc on a des territoires français, des territoires entiers comme Mayotte ou les Antilles, où là-bas on a un Français sur 3 qui n'a pas accès à l'eau potable, et de l'autre on a la France et l'Union européenne qui financent des appels à projets s'agissant de la gestion de l'eau pour des États comme l'Algérie. Et puis il faut suspendre les transferts de fonds privés qui sont effectués notamment par Western Union chaque année. Et accessoirement, et j'en termine, et accessoirement, il faut empêcher les dirigeants algériens de venir se faire soigner en France à partir du moment où ils refusent de coopérer sur le plan diplomatique avec la France. C'est ça, faire respecter la France et faire respecter les Français. Mais ça veut dire que Bruno Retailleau a la main qui tremble ? Ça veut dire qu'il n'a ni l'autorité ni le courage pour faire respecter les intérêts de la France. Prioritaire, quasiment personnel. Je veux dire, à un moment donné, il faut agir ou partir. Vous voyez, on ne peut pas être le ministre de la parole ad vitam aeternam. À la mi-novembre, il y a un écrivain franco-algérien qui s'appelle Boualem Sensal qui a été jeté en prison par le régime algérien. Il ne s'est rien passé. À la mi-décembre, l'ambassadeur de France a été convoqué par le gouvernement algérien à Alger pour se faire taper sur les doigts. Il ne s'est rien passé. À la mi-janvier, l'Algérie a refusé, c'était le fameux dossier des influenceurs, de récupérer des ressortissants qui représentaient des dangers pour la sécurité nationale. Il ne s'est rien passé. Au mois de février, il y a eu l'attentat de Mulhouse, où l'auteur en question, je l'ai rappelé il y a quelques instants, avait été refusé 10 fois par l'Algérie. Il ne s'est rien passé. Donc, je veux dire, on peut parler de réponses graduées, mais je veux dire, la communication à outrance du ministre de l'Intérieur pour essayer de faire plaisir aux électeurs de droite et aux électeurs du Rassemblement national, ça marche, commence à se voir. Il est populaire, mais ça, c'est ce que vous dites. Je sais que ça vous déplaît, mais il est populaire. Ce qui me déplaît, c'est que la question de l'immigration, la sécurité des Français, c'est des sujets extrêmement sérieux. Et ce qui me gêne, et ce que je trouve profondément malsain, c'est de donner le sentiment qu'on agit alors qu'on est assis tous les mercredis en Conseil des ministres entre des socialistes et des macronistes qui, depuis 7 ans, accusent tous les records en matière d'immigration dérégulée, d'insécurité et de politique laxiste sur le plan de la sécurité. Donc je vais vous donner les gens, Bruno Retailleau, non seulement il trompe les gens, mais il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'ils font. Et quand on voit qu'en 2024, les visas français délivrés aux Algériens ont augmenté de 19% par rapport à l'année 2023. On se dit que non seulement ils dupent les Français, mais qu'ils ont fait en réalité à l'égard de l'Algérie le choix de la soumission. Et si vous voyez, ce qui est invraisemblable, c'est qu'on arrive en même temps à être très ferme avec le ministre des Affaires étrangères russe, avec qui on pourrait peut-être se dire que pour négocier la paix, ça serait peut-être intéressant de discuter, mais que de l'autre, on est faible, soumis et docile à l'égard du président Tebboune, je trouve ça non seulement invraisemblable, mais surtout ça abaisse l'image de la France et la dignité de la diplomatie. Mais hier, puisque vous parlez de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, est allé, vous avez vu, rompre le jeûne à la Grande Mosquée de Paris. Donc on voit bien qu'on est plutôt dans une espèce de signal d'apaisement, quoi. Là où il faut faire respecter la France, il va rompre le jeûne à la mosquée de Paris, qui est, je précise, entre les mains du régime d'Alger. Donc, je veux dire, on voit bien là toute la faiblesse de ceux qui nous dirigent, le manque d'autorité et l'absence de courage politique. Peut-être ont-ils des craintes
à l'égard de la communauté algérienne en France. C'est peut-être ça, en fait, la réalité. Ça veut dire quoi, ces de craintes notre vis-à-vis faiblesse. de la communauté algérienne? Bah, Qu'est-ce je qu'ils pense craignent? qu'ils sont faibles avec le régime algérien parce qu'ils ont peur que des mesures de fermeté à l'égard du régime algérien et des mesures que j'ai pu évoquer, par exemple, Ça aurait quelles répercussions? auraient un impact sur la situation dans les banlieues françaises et sur la situation, sur la paix sociale qui est aujourd'hui nécessaire et qui pourrait être mise à mal soit par la communauté algérienne en France agissant des binationaux, soit par les Français d'origine algérienne. Mais encore une fois, il ne faut pas mélanger le peuple algérien, la population algérienne en Algérie Bien sûr, et le mais gouvernement j'essaie de comprendre. algérien. Votre scénario serait de dire qu'il pourrait avoir déclencher des des agitations, le régime d'Alger pourrait Oui, déclencher des agitations? je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'ils ont peur de cela, bien sûr. D'accord. Moi, Fatima? la chose qui me gêne un petit peu quand on parle des relations entre les pays, et notamment lorsque vous parlez du ministre, c'est que vous donnez l'impression qu'il y a des considérations affectives, ou on le fait souvent, hein, pas seulement France-Algérie, on va le faire pour France-Allemagne, on parle du couple et tout ça. Moi, ce qui me gêne, c'est que je pense que le ministre a tout à fait conscience qu'un État n'a pas d'amis, il n'a que des Vous intérêts. avez parfaitement raison. Ça, c'est sûr. Un État n'a pas d'amis, n'a que Absolument. des intérêts. Et donc, les choix du ministre actuellement, et même les moments où il se montre plus doux, sont guidés par ses intérêts. Et ces intérêts, on parle d'argent et de pouvoir. C'est tout. On ne parle pas de se soumettre ou non, parce que ça peut être des fausses postures aussi. Après, moi, c'est ce qui me gêne un peu. Alors, il y a ces petites formules, parce que vous aussi, vous dites, même tout à l'heure, quand vous parliez vous avez dit tellement de choses sur la liberté. Pareil, vous dites il y a des gens qui se battent pour le voile, et puis de l'autre côté, on se bat pour pouvoir mettre. Les gens ici, en France, par exemple, les féministes qui parlent du voile, elles ne se battent pas pour que les femmes mettent le voile. Elles se battent pour qu'elles aient la liberté de le mettre. C'est très important, cette nuance. Qu'est-ce que vous pensez à ça d'ailleurs, justement? Alors, peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur ce sujet, mais je considère que le voile n'est pas un symbole de liberté. Je considère qu'il est un symbole de soumission de la femme et que cette vision profondément discriminante et inégale entre l'homme et la femme ne fait pas partie de la culture française et de la culture européenne. Et c'est vrai que quand on voit, par exemple, en Iran, des femmes qui sont persécutées, violentées, notamment par le régime et par les fondamentalistes islamistes, parce qu'elles souhaitent retirer le voile, et que de l'autre, dans certaines banlieues françaises, des jeunes françaises, parce qu'elles sont de nationalité française, se battent pour mettre le voile. Oui, je ne Mais comprends pas cela, et je trouve que ça n'est pas fidèle à l'image, à la liberté que nous devons mais on accorder aux femmes en France. Et il y a beaucoup de quartiers où les femmes sont contraintes aussi de mettre le voile, non pas par choix, en raison de la pression des fondamentalistes islamistes, et aussi parce que c'est l'assurance de pouvoir rentrer chez soi en toute tranquillité et en toute sécurité. moi, je peux comprendre C'est que... une conviction Oui, personnelle. oui, mais je peux comprendre que vous ne compreniez pas. Mais lorsque vous rencontrez, par exemple, des jeunes femmes voilées qui vous disent c'est mon choix, c'est mon libre choix, le problème, c'est que si vous leur dites je ne pense pas que tu puisses être libre, vous doutez de leur liberté de conscience, de leur liberté de penser, ou de leur capacité même. C'est ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, là, c'est pour ça que je vous dis, il y a un moment où vous avez l'intention de rencontrer ces jeunes femmes et d'en parler avec elles. Ça pourrait être Ouais, moi, un moment intéressant. j'ai grandi dans une cité HLM à Saint-Denis, donc par définition, j'ai côtoyé Oui, bah oui, oui. beaucoup de jeunes femmes qui, et d'ailleurs, je vais même vous dire, qui, quand elles sont rentrées au collège, dans un état d'esprit parfaitement laïque, et qui, lorsqu'elles sont sorties du lycée après le bac, après les cours, sortaient du lycée et portaient le voile sur la tête. Aussi parce que la pression qui était exercée par les grands frères et la pression qui était exercée par des groupes religieux dans les quartiers les conduisait à porter le voile. Je veux dire, encore une fois, la France, ça n'est pas l'Arabie Saoudite, et j'ai beaucoup de respect pour les pays Mais ça du peut le Golfe, devenir. j'ai beaucoup de respect pour les cultures du Golfe, Ça peut le mais devenir. je ne souhaite pas que la France devienne un autre pays et que toutes les femmes soient contraintes dans les quartiers, parce qu'elles habitent dans des quartiers où il y aurait une majorité de population musulmane, de porter le voile. Voilà, moi je me bats pour que la France reste la France, et pour que les valeurs dont nous avons hérité, et celle la plus fondamentale de l'égalité entre les hommes et les femmes, puissent demeurer. Or, je considère que le voile est aujourd'hui un outil de discrimination entre la femme et l'homme. Et je veux dire, la première chose qu'ont fait les fondamentalistes islamistes dans les pays où ils sont arrivés au pouvoir, c'est d'imposer le voile aux femmes, c'est de faire reculer, ça a été le cas en Turquie, notamment dans la Turquie d'Erdogan, et ça a été de réduire considérablement Ah oui. le périmètre d'expression et de liberté des femmes. C'est précisément ce que sont en train de Mais faire justement, elles n'allaient les pas faire de sport. fondamentalistes islamistes en Je pense Afghanistan. que les fondamentalistes n'aimeraient pas qu'une femme, même avec un voile, fasse
l'espace du sport. Je surprendrai personne en disant que ce que j'ai entendu me plaît beaucoup sur le bras de fer avec l'Algérie, sur la lutte contre l'immigration, le voile, la sécurité. Après, il y a un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur en ce moment, c'est l'économie. L'économie française, la situation de déficit public de notre pays, qui constitue un élément aussi important que le reste, aussi important que tous les sujets qu'on a pu évoquer. Et là-dessus, la ligne du Rassemblement national me semble un peu faible. Là aussi, vous êtes prévisible. Vous avez une... attendez que je finisse ma question. Vous avez une base populaire, ouvrière, qui attend de l'emploi. L'emploi industriel est fondamental dans notre pays pour cette base populaire ouvrière. Mélanie a montré qu'une politique libérale recréait des emplois, elle a réussi à améliorer sa balance commerciale, l'Italie va bien, va mieux, donc c'est possible. Et je trouve que la politique économique du RN reste sur des choses un peu anciennes, qui refusent la libéralisation, qui n'allègent pas beaucoup les normes. Sur la retraite, votre position, elle est un peu décevante aussi. Et donc, tout ça, je me dis, mais ils ont raison sur beaucoup de choses, et il manque ce point pour que des gens de droite comme moi se disent, bien entendu, le RN, on y va, ils peuvent remettre la France sur le droit chemin. Est-ce que vous êtes des libéraux, quoi, en fait? Moi, je suis un militant de la croissance et de la production. Je crois que l'un des plus grands périls de notre société, de notre pays, c'est que la France et les économies européennes sont en train de devenir des économies de consommateurs et non plus des économies de production. Et quand on se compare avec les États-Unis, on s'aperçoit que le décrochage avec les États-Unis est sans précédent, qui ne date pas d'ailleurs de Donald Trump, mais en réalité, depuis 2008, on voit que la France et l'Europe décrochent par rapport aux États-Unis pour une multitude de raisons. D'abord, on a une énergie qui est trop chère et qui est aujourd'hui un frein à la réindustrialisation et à la vie économique de nos entreprises. On se rend compte que la surchauffe réglementaire dans laquelle est engagé à la fois l'État depuis plusieurs années et le Parlement européen, parce que vous me dites, on ne dit rien sur la simplification. Moi, je mène un combat depuis que j'ai été réélu au Parlement européen, c'est un combat contre le Green Deal. Aujourd'hui, au nom de l'écologie punitive, au nom de la défense de l'environnement, on multiplie les normes et les contraintes sur les chefs d'entreprise, et pas seulement d'ailleurs sur les grandes entreprises, mais sur les TPE, PME, sur les agriculteurs, avec notamment le pacte vert et la stratégie de la ferme à la fourchette, qui consiste en même temps à durcir les normes, à multiplier la surchauffe réglementaire sur les entreprises françaises, et de l'autre, à laisser rentrer dans notre pays et dans notre économie, de par l'importation des produits qui ne sont pas soumis à ces normes. Il faut sabrer dans les normes. C'est le vrai problème qu'on a aujourd'hui. Il faut sabrer dans les normes et l'administratif. Sur l'agriculture française. Donc, il faut simplifier l'économie française. Il faut mettre fin aux surtranspositions abusives du Parlement européen. Donc, énergie, simplification. Troisièmement, il faut une fiscalité de croissance. On se rend compte que l'un des freins à la réindustrialisation du pays, ce sont nos impôts de production. Les impôts de production, ce sont les impôts les plus injustes parce qu'en réalité, ils pèsent sur le haut du compte d'exploitation. Les chefs d'entreprise sauront de quoi je parle. Et on se rend compte que la France a des impôts de production qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne européenne. Donc, il faut un réalignement compétitif en la matière. Quatrièmement, il faut du patriotisme économique. Moi, je souhaite que tous ceux qui produisent en France et en Europe aient une priorité claire dans les marchés publics. Et sur les charges, sur le financement des retraites. Alors justement, question, Monsieur Bardella, toute simple. Oui. Est-ce qu'il faut travailler plus? Je crois pas que ce soit. Je pense pas que le débat se pose en ces termes. Ah et pourtant, il se pose en ce moment en ces termes. Je pense par pas que le beaucoup débat se pose en ces termes. Moi, j'avais défendu Édouard Philippe dit qu'il faut travailler plus pendant les élections législatives une révision des 35 heures par branche, non pas par entreprise, parce que c'est souvent une perte pour le salarié, c'est souvent au détriment du salarié, mais qu'on puisse revoir la règle des 35 heures par branche et qu'il puisse y avoir des négociations et des dérogations par branche. Une question sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, qui pour vous est un obstacle à la paix, Poutine ou Zelensky? Il se trouve que c'est Poutine qui a déclenché la guerre. Donc c'est Poutine l'obstacle à la paix. Moi, évidemment, ça change tout. Enfin, les déclarations des uns et des autres font que la situation est mouvante depuis maintenant 15 jours à 3 semaines. Et depuis notamment l'incident dans le bureau ovale. Mais ce qui est clair, c'est que tout le monde, il y a un consensus aujourd'hui dans le monde occidental, incluant l'Ukraine, pour dire qu'il faut non seulement un cessez-le-feu, mais qu'il faut se mettre autour de la table pour négocier. On progresse. Maintenant, il est clair que la Russie il faut être aux côtés de Zelensky et forcer Poutine. Il est clair que la Russie ne doit pas obtenir par la paix ce qu'elle n'a pas obtenu par la guerre. Et il est évident que la première des garanties de sécurité qui doit être accordée à l'Ukraine
et de faire en sorte qu'on ne démilitarise pas l'Ukraine. D'accord. Parce que depuis ces dernières années, à plusieurs reprises, le président Poutine a violé les cessez-le-feu qui avaient pourtant été signés par la Fédération. Donc la menace, russe. c'est bien Poutine donc, aujourd'hui. Celui qui conteste des intérêts européens, qui viole la souveraineté d'État aux portes de l'Europe et qui conteste des intérêts français, que ce soit en Afrique, en Outre-mer ou même sur notre propre sol par des tentatives d'espionnage et d'ingérence, c'est évidemment la Fédération de Russie. Vous allez en Israël à la fin du mois. Vous avez De été la semaine invité. prochaine. Oui, donc à la fin du mois, la semaine prochaine, invité par le gouvernement israélien. Vous soutenez la reprise des frappes israéliennes sur Gaza? Mais je n'y vais pas pour commenter les opérations militaires. J'y vais parce que je crois qu'il est de notre devoir, dans un temps politique et pour un mouvement politique qui a vocation à arriver au pouvoir, de dialoguer avec toutes les nations du monde qui mènent un combat contre le fondamentalisme islamiste. Donc vous soutenez le gouvernement Israël Netanyahou? mène ce combat contre le fondamentalisme islamiste. Je n'y vais pas pour parler du conflit, j'y vais pour parler de la lutte nécessaire contre l'antisémitisme et notamment de la remontée de l'antisémitisme et des actes antisémites depuis notamment le 7 octobre. Et il faut bien le dire Oui, mais aussi. on aimerait connaître votre pris en position sur le étau. conflit. Ma position elle est, sur le conflit, elle est extrêmement claire. Et c'est d'ailleurs la position historique de la France depuis toujours. C'est celle d'une solution à deux États, mais solution à deux États qui est aujourd'hui rendue impossible par la persistance et l'ancrage du Hamas dans la bande de Gaza, qui est une organisation terroriste. Et au-delà de ce qui se passe au Proche-Orient, moi, mon inquiétude, c'est de constater avec une forme d'inquiétude que l'idéologie du Hamas, elle est déjà sur le sol français. Vous voulez pas vider la bande de Gaza comme Donald Trump? Je pense que c'est un projet qui est extrêmement, extrêmement ambitieux. Je mets des gros guillemets. Encore une fois, Vous dites la c'est position de la ambitieux. France- Vous n'avez pas dit que vous étiez contre. mais parce C'est que ça n'a plutôt pas de sens. utopisme. Mais parce que ça n'a pas de D'accord. sens au moment où on se parle. Mais est-ce que vous dites le problème, ce qui empêche la création des deux États, c'est le Hamas? Est-ce que la politique de Netanyahou empêche également aussi d'aller vers cette paix souhaitable? Il se trouve que le 7 octobre, c'est la nation israélienne qui a été Donc vous ne condamnez pas attaquée dans ce que sa fait chair. le gouvernement Et Netanyahou en ce moment? Je suis pas là pour condamner ou pour pas Bah, condamner. si, vous le C'est une faites guerre. bien sur Voilà, d'autres ce que je sujets. déplore, ce sont les pertes civiles. Parce que il y a dans cette guerre, comme dans la guerre aux portes de l'Europe que nous avons mentionnée, des pertes civiles, des pertes extrêmement lourdes. Et évidemment que, comme dirigeant occidental, il faut s'inquiéter des pertes civiles. Maintenant, ce conflit, il dure depuis plusieurs décennies. Que toutes les puissances occidentales ont tenté, par des initiatives diplomatiques, à commencer par la première puissance mondiale, les États-Unis, notamment dans les années 90, de négocier et de mettre autour de la table les puissances belligérantes. Mais encore une fois, nous avons dans ce conflit une nation occidentale qui lutte pour sa sécurité, et de l'autre, et je ne parle pas de la Cisjordanie, mais en l'occurrence là, puisque vous m'interrogez sur la bande de Gaza, une organisation terroriste qui veut anéantir l'État Israël et qui a commis des atrocités le 7 octobre dernier. Il nous reste une minute. Vous vous préparez au 31 mars? À l'inéligibilité éventuelle de Marine Le Pen? Non, à prendre la suite. Ne prépare pas. Je l'ai dit, Marine Le Pen est innocente des faits qui lui sont reprochés. Il faut envisager le scénario. Et évoquer une potentielle inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire sans possibilité de faire appel de cette décision-là et de cette sanction-là devant les tribunaux, pour un désaccord administratif. On ne parle pas d'emploi fictif, on ne parle pas d'enrichissement personnel, on parle d'un désaccord administratif sur la façon dont ont travaillé les assistants du Parlement européen. C'est un scandale démocratique. M'apparaît invraisemblable et m'apparaît être un scandale démocratique. Juste, à quoi sert la peine d'inéligibilité avec exécution provisoire? Elle sert précisément à préserver non seulement d'une potentielle récidive, mais surtout d'un trouble à l'ordre public. Je pense que le trouble à l'ordre public viendrait précisément d'une impossibilité pour quelqu'un qui a été candidat 3 fois à l'élection présidentielle, donc de pouvoir être candidat. Mais d'accord, mais vous êtes président d'un parti, et présider, c'est aussi anticiper. Donc si Marine Le Pen ne peut plus se présenter, est-ce que vous êtes, vous, prêt à être candidat pour 2027? Je ne me mets pas dans ce scénario et je ne me mets pas dans cette hypothèse.